Bonjour Gilles William Golnadel. Bonjour. Est-ce que vous pensez vraiment que Netanyahou est l'homme de la situation? C'est- Netanyahou, que je connais Ouais, c'est pour ça personnellement, que je vous pose la question. c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent et de cultivé, qui est beaucoup moins extrémiste qu'on ne le Hmm. pense, et qui, dans le système politique israélien, qui est une fabrique, je le dis tout le jour, de crétins et d'escrocs. Vous n'imaginez pas le faible niveau intellectuel et moral du député moyen à la Knesset. Pas parce que l'Israélien moyen serait plus mauvais que les autres, mais le mode de recrutement à la proportionnelle intégrale fait que c'est la loi des petits partis, et M. Netanyahou, parce qu'il ne pouvait pas s'allier au centre, Hmm. a accepté de s'allier à l'extrême droite avec des gens assez peu esthétiques. Je lui ai dit quand il est venu à Paris. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu? Il m'a dit, bah écoute, tu ne disais rien lorsque Lapide était allié avec les Arabes antisionistes. Mais je lui ai dit, ça n'est pas une remarque morale ou politique que je fais, c'est une remarque esthétique. Ils sont infréquentables Hmm. dans le cadre du rapport de force politique qui est celui d'Israël au monde. Ces gens-là sont assez infréquentables. Je ne dis pas du tout que ce sont des types épouvantables, mais ils ne sont pas terribles. Hein. Euh, Question, ça, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, et vous le redites, hein, c'est un point très intéressant de votre livre. Frédéric Ancel déjà le disait il y a une quinzaine d'années, hein, en pointant notamment dans Politique internationale l'émiettement du système politique israélien. Est-ce que justement la crise qui a suivi l'ignoble attaque du Hamas n'est pas aussi l'illustration que ce système politique en Israël est à bout de souffle? Bien entendu que oui, mais je dois à la vérité vous dire, mais je pense que je le dis dans mon journal de guerre, j'étais pas très heureux non plus le 6 octobre. Hein. Mm. J'étais en Donc la veille du Israël, 7. mais bien sûr, Mm. parce que j'étais en Israël peut-être 15 jours, 3 semaines avant. Je voyais un peuple divisé, et je me disais déjà à l'époque que cette division n'avait pas conscience de l'état du rapport de force entre le petit Israël et les autres. C'était un luxe. Cette division-là était un luxe pour des histoires de changement de loi, était un luxe inouï que l'État juif ne pouvait pas Mm. s'offrir. Euh, Est-ce que le fait que le Hamas ne baisse pas les armes aujourd'hui, qu'on dépasse le nombre de 30 000 morts, ne montre pas que la réponse d'Israël est devenue, je ne la qualifie pas moralement, mais elle est devenue, on pourrait la qualifier moralement, mais ce n'est pas l'objet, est-ce qu'elle n'est pas devenue inopérante? Écoutez, d'abord, bon, vous avez vos chiffres. Je ne sais pas d'où vous les sortez, ces chiffres-là. Personne ne connaît vraiment les chiffres. Hein. Ce que je sais, moi, c'est que le Hamas a pris de très grands, très, très grands coups dans la figure, pour parler poliment. Mais pour autant, les Israéliens n'ont pas été capables de libérer les otages Mm. et n'ont pas été capables de capturer Sinoir. Donc, c'est un C'est le cerveau demi-succès du ou un Hamas. demi-échec. Cela étant, ça n'invalide pas du tout la riposte obligatoire, nécessaire d'Israël. Et moi, je vous ai dit, j'écris, si vous voulez, le 10 octobre, dans mon journal de guerre, j'écris, alors que la riposte n'est pas encore faite, j'écris que dès que la riposte sera effectuée, je ne peux pas 10 jours à l'État C'est vrai. pogromisé pour être nazifié. Je connais mes classiques. C'est ce que vous dites, et c'était une des questions que je voulais poser, mais justement, est-ce que dans cette affaire, euh, Israël n'est pas tombé dans le piège du Mais Hamas? qu'est-ce que c'était une alternative diabolique, Mm. mais dans les deux branches de l'alternative, la seconde était encore plus diabolique, de ne rien faire. Je vous supplie, ne soyez pas non plus victime de la propagande. Il se trouve que effectivement, c'est un territoire exigu. Il y a des morts civiles. Comme, pardon de le dire, c'est terrible, mais comme dans toutes les guerres, la grande différence, par exemple, avec les bombardements alliés, lorsque les Anglo-Américains bombardaient la France occupée et ou bombardaient l'Allemagne nazie, ils ne demandaient pas aux Français ou aux Allemands de déguerpir. Quand même, il y a quand même... Bon, donc, Israël fait ce qu'il peut
pour éviter les morts civiles, je ne sache pas qu'il y ait un civil qui ait été pointé en tant que civil pour être tué. C'est la guerre, malheureusement. Mais moi, personnellement, je ne suis pas victime de la propagande. Ça, effectivement, en tous les cas, on ne vous accusera de beaucoup de choses. Je ne pense pas. On ne vous accusera pas d'être optimiste et on ne vous accusera pas d'être une victime de la propagande du Hamas. Vous êtes au dîner du CRIF ? Non. Pourquoi ? Écoutez, il fut un temps où je faisais partie du CRIF. Ma modestie proverbiale ne m'empêchera pas de vous dire que j'étais le mieux élu dans le cadre du CRIF, alors même que les associations membres du CRIF ne sont pas très, très à droite. J'ai cru pendant un moment au CRIF. J'en veux énormément au CRIF, en réalité. Pourquoi ? Mon litige avec le CRIF, il est quand même trentenaire. Je reproche infiniment au CRIF d'avoir cédé au fantasme de l'extrême droite déclinante et de n'avoir pas vu venir ce que je ne cessais de lui dire, à savoir le danger de l'extrême gauche allié à l'islamisme, avec cette conséquence terrible. Et c'est pour ça que je lui en veux. Il fut un temps où le CRIF était un peu plus représentatif. Il fut un temps où le CRIF avait un certain magistère moral et intellectuel. Il pesait dans le cadre du débat. Eh bien, au moment où il disait tout cela, au moment où il dépeignait le Front National en parti nazi, il a contribué à l'affaiblissement français pour résister à l'immigration massive et invasive, mais au grand détriment des Juifs en particulier, mais de tous les Français en général. Et j'ajoute, le premier article que j'ai commis dans Votre Figaro, c'était une manière d'adresse aux membres de ma communauté restreinte. C'était au moment où Giscard d'Estaing, qui n'était déjà plus élu, avait fait un scandale parce que le pauvre avait dit que les Français vivaient l'immigration comme une invasion. Au début des années 90. Eh bien, j'avais dit que j'en voulais beaucoup à ceux des Juifs qui avaient un réalisme d'acier avec Israël, mais un angélisme de plume avec la France. Mais pourquoi à quoi attribuez-vous ça ? Il y a beaucoup de choses. Il y a sans doute les fantasmes du passé, avec l'instrumentalisation assez fautive, encore une fois, de l'extrême droite, parce qu'il n'y a pas eu que l'extrême droite qui soit collaborationniste. Il y a ça, et puis aussi le phénomène de juifs de cour. Qu'est-ce que vous appelez ? Le phénomène de juifs de cour, c'est être sensible aux hochets, être sensible aux honneurs, ne pas vouloir faire de peine au pouvoir en place, ou aux médias également bien en cours, et donc ne pas oser. Ça vaut pour toutes les religions. Hein. Oui, je suis d'accord, mais il se trouve que c'est quelque part la mienne, encore que je ne sois pas un juif extrêmement pratiquant, je ne tire aucune vanité particulière là-dessus. Et puis aussi, pardon de vous le dire, les juifs français affrontent quand même des dangers particuliers. Voilà. La réalité, elle est là. Alors justement, c'est une des questions que je voulais vous poser. Quelle forme, selon vous, prend l'antisémitisme aujourd'hui ? Aujourd'hui, il n'est pas compliqué à comprendre. Et enfin, il n'est pas compliqué à comprendre. J'en parle justement dans mon journal de guerre. Il y a d'une part, effectivement, l'instrument de l'antisémitisme, c'est l'alliance entre l'extrême gauche, insoumise en France, et l'islamisme. Alors, je vais vous poser une question qui peut vous énerver, Gilles-William Goldnadel, mais elle est très claire. C'est que, est-ce que la critique d'Israël, très souvent on entend antisémitisme parce qu'il y a critique d'Israël ou parce qu'il y a antisionisme. Est-ce que vous mettez une égalité entre les deux ? Ça ne m'énerve pas du tout, puisque de toute manière, il n'y a pas plus critique d'Israël, du gouvernement israélien, que les Israéliens eux-mêmes. Vous ne pourrez pas les battre sur ce terrain-là. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc non, mais on ne parle pas de ça. On parle, en vérité, moi, je pense qu'il y a effectivement l'antisémitisme de l'extrême gauche, qui a été également celui de l'islamisme, qui est particulier, qui a d'ailleurs, l'islamisme français utilise également les vieux ressorts de l'antisémitisme de papa en France, qui sont les juifs avec l'argent, les juifs avec le pouvoir médiatique, etc. Il y a ça. Mais il y a un autre phénomène aussi, c'est que celui qui vous parle, il était vécu il y a 50 ans ou il y a 100 ans comme un métèque. Et bien maintenant, via Israël, il est vécu comme un blanc au carré.
Donc ne vous étonnez pas, j'entendais Jérôme Fourquet tout à l'heure, ne vous étonnez pas de l'alliance entre les banlieues islamisées, travaillées par la France insoumise, et les petits gars de Sciences Po propres sur eux, parce que c'est l'alliance avec le wokisme. C'est le juif est un blanc au carré. Voilà pourquoi ça fonctionne, cette haine d'Israël en France. Est-ce que vous approuvez les interdictions de conférences de Mélenchon et de Rima Hassan dans les universités? Alors écoutez, moi, vous parlez à un maniaque de la liberté d'expression. C'est pour ça que je vous pose la question. C'est-à-dire que moi, personnellement, je serais pour l'article 1 de la Constitution américaine. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que nous vivons dans un pays où la liberté d'expression est modérée judiciairement. Donc, si vous voulez, ma compassion pour les interdictions ou pour de ces gens-là est quand même une compassion modérée, parce que ce sont eux-mêmes les pires instruments de la censure, ces gens-là. Ces gens-là empêchent Zemmour de s'exprimer normalement. Ils empêchent Onfray de parler. Il n'y a pas un jour que Dieu ou le diable fait sans que justement ces gens-là empêchent de parler. Ils voudraient que je verse des larmes. Ils font une sorte... Vous savez, en ce moment, il y a une sorte de panthéon des martyrs avec Rima Hassan, avec Madame Panot, avec Monsieur Guillaume Meurice. On a compris. William Goldnadel, il nous reste plus qu'une minute. Alors, oui. Votre livre est très intéressant à lire, car il donne le point de vue d'une personne qui a sa famille en Israël et qui déclare son attachement à la France. Il fait un carton en librairie intéressant, parce que précisément, vous dites que jusqu'à présent, vous décorréliez la situation de l'Occident et ce qui se passe en Israël. Mais dites-vous, une chose a changé. L'attaque du 7 octobre, son cortège d'enlèvements, de massacres, de viols, de meurtres, de vieillards et d'enfants. Vous dites, et c'est ça, sur ça que je voudrais vous entendre rapidement, je suis désolé, mais vous dites qu'il y a encore plus pernicieux que la haine du juif, il y a le philosémite déçu. Ce sera ma dernière question. Ah oui, le philosémite déçu, c'est Plenel. C'est le portrait même. Celui qui adore le juif en pyjama rayé, qui est presque christique, ni ne sourit ni se défend, l'abhorre en uniforme kaki, parce que non seulement il se défend, mais il lui arrive de tuer. Mais je préfère le juif qui se défend au juif qui va dans les chambres à gaz comme un mouton. Quand revenez-vous en Israël ? Dans une petite quinzaine de jours. Vous reviendrez nous raconter ? Avec plaisir. Merci beaucoup, Gilles-William Goldnadel. Journal de guerre, c'est l'Occident qu'on assassine. Alors, vous ne serez peut-être pas toujours d'accord, mais vous serez emporté dans sa lecture. Ça se lit d'un trait et c'est vraiment très intéressant. C'est aux éditions Fayard. Et bien sûr, la chronique de Gilles-William Goldnadel est à lire à partir de chaque lundi sur le Figaro Vox. Merci beaucoup.